comme la précédente, est sur le thème de l'audace. Donc, pour rappel, nous avions eu fin janvier l'intervention du parrain de la promotion 2020-2022 des Masters de l'IAE, donc qui est Romain Lacroix, directeur général de MAPED, et d'ailleurs qui est présent également aujourd'hui. Donc, il avait animé une conférence sur le thème de l'audace. Aujourd'hui, ce ne sera pas le principal intervenant de la conférence. La parole étant principalement pour Blaise Agresti, qui nous parlera également sur des sujets en lien avec l'audace. Donc, comment est-ce que va se dérouler cette conférence? On va d'abord vous présenter brièvement votre interlocuteur, Blaise Agresti. Ensuite, notre parrain Romain Lacroix prendra brièvement la parole. Ensuite, on aura la prise de parole de Blaise Agresti, qui durera environ une demi-heure. On passera à 20-25 minutes de questions et on terminera par une conclusion et une ouverture de Boris Bourgel, qui est chercheur à l'IREJ. Donc voilà, il faut s'attendre à ce que la conférence elle se termine environ vers 13h30. Surtout, il faut bien retenir que c'est une chance d'avoir des personnes aussi expérimentées pour parler de leur expérience avec nous. Donc n'hésitez pas à bien écouter, à leur poser des questions quand vous en aurez l'opportunité. Et également, comme la conférence précédente, je vous invite à allumer vos caméras si vous le pouvez. Ce sera plus agréable pour tout le monde et en particulier pour les personnes qui vont prendre la parole. Voilà, donc je vais laisser Romain, mon collègue Romain, vous présenter Monsieur Blaise Agresti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir notre parrain, Monsieur Lacroix, mais aussi Monsieur Blaise Agresti. Donc, Monsieur Agresti, c'est un expert du secours en montagne qui a notamment été en charge du peloton de gendarmerie de haute montagne. Auteur de 2 ouvrages sur l'histoire du secours en montagne, et ayant lui-même suivi une formation exécutive MBA à l'UM Lyon, il a plus récemment cofondé Mountain Path, qui est une école de management d'altitude. Cette conférence va donc nous permettre, en tant qu'étudiants, de découvrir la vision de l'audace que M. Agresti pourra nous décrire à travers ses expériences personnelles, mais aussi celles de son entourage. À nous d'en tirer profit et de challenger M. Agresti en lui posant vos questions à la suite de son intervention. Et donc, toujours ce fonctionnement de questions où vous pourrez lever la main et on vous interrogera évidemment. Présentation de M. Agresti qui était brève car il souhaitait justement être challengé. Donc je vous laisserai vraiment la liberté de lui poser des questions sur l'audace, sur faire le lien entre justement son intervention qui aura surtout une résonance de ses pratiques Mountain Path, mais aussi de son côté de secours en montagne, et le lier avec justement notre futur dans les entreprises. Voilà, faire ce lien entre une audace qui peut être personnelle et une audace qui peut être professionnelle. Je vais donc maintenant laisser la parole à Monsieur Lacroix pour poursuivre cette introduction. Romain, on ne vous entend pas. Vous avez votre micro coupé. L'erreur de débutant, excusez-moi. Merci à tous les deux si vous m'entendez maintenant. Merci à Marc et Romain. Je vais effectivement être bref parce que l'intérêt, c'est véritablement aujourd'hui Blaise et son intervention. On s'était dit lors de notre première rencontre, le 28 janvier, on va effectivement se parler de l'audace, qui est plus qu'une thématique, de mon point de vue, c'est une vertu que vous serez amené, que vous devrez cultiver dès que vous serez aujourd'hui ou dès que vous serez disponible sur le marché du travail. Et je remercie évidemment Blaise d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier rendez-vous. Il y aura 4 expertises, donc d'intervenants ou intervenantes. Blaise a accepté d'être le premier. C'est peut-être le plus expérimenté des 4. Et Blaise va nous parler d'audace à partir de sa perspective, à partir de son expérience et à partir de ses univers, parce qu'il y a la montagne, il y a la haute montagne, et il n'y a pas que ça chez Blaise. Et il va nous parler de cette nécessaire préparation à la posture ou à la position audacieuse. Rien ne sert d'être audacieux si vous n'êtes pas préparé à point. Blaise, c'est donc à toi.
Merci Romain, merci aux deux Romains d'ailleurs, Romain le jeune et Romain le moins jeune. Donc effectivement, merci. Je n'avais pas souhaité effectivement que Romain le plus jeune en tout cas se prête à un exercice de biographie pour cette rencontre en fait. Je pensais que c'était pas forcément indispensable. Juste peut-être dire en préambule que je suis un peu impressionné en fait de cette mission que Romain, le plus âgé, m'a confiée, parce que j'étais effectivement un peu en difficulté par rapport à ce thème-là, parce que je trouve que c'est super dur de parler à des jeunes générations d'étudiants, parmi lesquels finalement il y a des gens qui ont l'âge de mes enfants, et je me disais, mais finalement, ce thème-là, il est dur en fait, il n'est pas facile. Et il n'est pas facile, je vais vous dire pourquoi il me semble pas facile du tout. C'est pour ça que je suis un peu à la fois impressionné et j'espère que, en tout cas, je ne vais pas être totalement à côté du sujet. Dans un premier temps, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire, avec ce qui se passe depuis le mois de mars et un peu avant, en fait, avec la crise du Covid, où toutes les dispositions publiques qui ont été prises autour du confinement, autour du télétravail, autour de la distanciation sociale, en fait, sont un mouvement sociétal extrêmement hallucinant dans le développement de l'homme, où en fait, on nous demande de renoncer à beaucoup de choses et donc de se priver de toute audace et de toute envie de bouger, d'être en mouvement, d'être en dynamique particulière. Et j'allais dire, le thème de l'audace, il vient à un moment où en réalité, tout est fait pour tuer l'audace. Je parle de la crise Covid en particulier, je commence par ça en tout cas. Donc on est dans un contexte qui est extrêmement peu favorable à ça parce que les autorités publiques nous demandent effectivement d'y renoncer. La deuxième peut-être réflexion, c'est que avec le principe de précaution dans la Constitution, avec toutes les peurs que l'on peut avoir du futur, exprimer son audace entrepreneuriale, exprimer son audace de père de famille, exprimer son audace d'étudiant, c'est pas si simple que ça. L'espace qui nous reste, le petit espace de liberté pour l'expression de l'audace, il est extrêmement ténu. Et donc ça rend l'exercice d'encourager à l'audace beaucoup plus compliqué, parce que si on regarde juste ces éléments un peu macro, géopolitiques, macroéconomiques, sanitaires, etc., on se rend compte que finalement, de parler à une jeune génération comme vous êtes, et de leur dire, les gars, les filles, allez, on y va, on s'engage, etc., voilà. Et paradoxalement, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix de l'audace. On est dans un moment où, si on n'est pas audacieux dans les choix futurs, il y a des choses qui sont irrémédiables. Et le contexte, et je ne vais pas non plus alourdir le trait introductif, mais en tout cas, on se rend bien compte que les enjeux du monde, si on parle d'environnement, si on parle de vivre ensemble en tant que société, sans cette fameuse audace, on va avoir du mal à sortir des travers que nos sociétés prospères de l'après-guerre ont généré. On s'est installé dans une forme de confort collectif et on a du mal à faire émerger cette envie de franchir les murs et de se dépasser individuellement et collectivement. Et voilà. Donc ça, c'était les deux premières remarques que je voulais vous partager, c'est que je suis pas très à l'aise. J'ai pas envie de passer pour un prescripteur ou passer pour un has-been qui a fait quelques missions de secours et qui serait là pour vous donner des leçons. Donc ça, j'espère en tout cas que vous le recevrez pas comme ça. La troisième idée aussi, je voulais vous partager en introduction aussi, c'est la définition de ce mot audace. Alors d'abord, c'est un mot féminin, voilà, c'est à noter, qui vient du latin. Et il y a plein de définitions, mais en tout cas, j'en ai noté deux. Une qui dit que ce sont des dispositions qui portent à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Donc il y a un rapport entre l'idée d'avoir des dispositions à surmonter des obstacles, au mépris des obstacles, des dangers, des risques. Donc il y a ce lien entre le danger et puis le fait de s'engager dans l'action. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé plus poétique, qui était un mouvement de l'âme qui porte à des actions extraordinaires. Donc c'est une deuxième définition qu'on trouve, comme ça, quand on regarde. Et celle-là, elle me semble intéressante. Un mouvement de l'âme qui porte à des actions extraordinaires.
Donc voilà, c'était juste pour commencer à vous poser le sujet. Alors maintenant, ce qu'on m'a demandé, c'est effectivement de parler aussi à travers mon expérience opérationnelle. Donc, à la fois, je suis guide haute montagne et fils de guide. Donc j'ai un parcours où j'ai beaucoup pratiqué la montagne depuis gamin. Et j'allais dire que cette pratique de la montagne, pour moi, en tant qu'activité essentielle et simple, elle porte en elle-même l'audace, parce qu'effectivement, on ne peut pas gravir une montagne si on ne fait pas preuve d'un peu d'audace. C'est impossible. Si vous faites de l'escalade ou si vous pratiquez la montagne, vous savez très bien que quand on est en train de grimper, qu'on est en train de s'éloigner du point de protection, il faut quand même aller chercher de la force morale, des compétences, bien sûr, de la force morale pour continuer à avancer malgré le risque de chute. Donc, j'allais dire que ma petite expérience de l'alpinisme depuis gamin m'a mis en situation d'avoir peur et de devoir aller puiser au fond de moi, dans les moments de doute, de l'énergie et de l'audace pour franchir le crux, la difficulté, le point qui... Et ça, c'est quelque chose qui est une pratique, et par rapport à la question de Romain le Grand sur la dimension de préparation, il y a une accoutumance et un entraînement à l'audace, c'est-à-dire que quand on est dans la pratique de la montagne, et là aussi j'enfonce des portes ouvertes, mais au début on a un peu peur. Là on avait des groupes hier et avant-hier en initiation à la cascade de glace, c'est des gens qui n'avaient jamais mis des piolets, des crampons, enfin qui n'avaient jamais utilisé des piolets, des crampons. Mais on se rend compte qu'au début, il y a toutes ces croyances, ces peurs qui font qu'on n'ose pas. Petit à petit, on essaye, on se met en mouvement, et petit à petit, ça déclenche en fait la fluidité dans l'action, et ça déclenche finalement une capacité à aller plus haut, plus loin, et à générer une audace naturelle. Donc l'audace, elle s'expérimente, elle se vit, elle s'incarne. C'est pas quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui se vit comme une expérience physiologique. C'est une expérience qui est dans l'action. Enfin, pour moi, l'audace qui serait une audace, alors il y a des audaces intellectuelles pour des gens qui vont écrire, qui vont écrire des pamphlets, qui vont s'engager politiquement, etc. Il y a une audace intellectuelle, évidemment, ou dans la littérature, mais il y a quand même cette audace, pour moi, qui est celle qui engage sa propre pérennité, sa propre sécurité physique. Et sans vous citer trop d'anecdotes, mais en fait, en permanence, depuis que je suis gamin, j'adore l'escalade. En fait, depuis tout petit, cette sensation-là que je vous ai décrite, elle est au cœur de mon plaisir, en fait. L'audace que l'on vit à travers l'ascension d'une montagne, une réussite d'une escalade, en fait, elle génère extrêmement de plaisir. Donc, il y a un vrai plaisir à être audacieux et avoir le sentiment d'accomplissement de quelque chose qui semblait impossible et qui finalement, en y allant et en se mobilisant, reste accessible. Donc ça, c'est un premier univers. Et peux vous montrer d'ailleurs, si vous voulez, pour illustrer un peu ça, je vous montre quelques images, si j'arrive à vous montrer la slide. Donc, je ne sais pas si vous voyez la slide. Ouais, c'est tout bon. Ouais. Donc, j'allais dire, vous voyez cet imaginaire-là de la montagne, on se rend bien compte que cette simple image, elle porte en elle-même à la fois l'idée de la contemplation, de la beauté et l'esthétique de la montagne. On voit bien qu'il y a des glaciers, des crevasses, qu'il va falloir, pour franchir ça, aller vers le sommet du Mont Blanc, par exemple, si on parle de ça, forcément, ça va mobiliser un certain nombre d'actions de préparation, de compétences techniques, et puis tout ce qui va relever de la force mentale. Je vais juste passer là-dessus, je vais juste vous montrer ces quelques images. Donc, pour synthétiser cette première idée autour de l'expérience de la montagne, vous avez à travers l'ascension d'une montagne, c'est-à-dire quitter le refuge, et pour revenir à mon introduction, le refuge, c'est tout ce que la société nous enjoint de ne pas faire, c'est-à-dire de se mettre à l'intérieur d'un refuge et de ne pas bouger. Donc c'est le confinement, c'est l'idée que il faut effectivement sortir de ce refuge, faire corder, et c'est pour ça que je pense que l'audace, une des dimensions fondamentales de l'audace, c'est le fait de pouvoir la partager et de la construire dans un collectif, parce qu'une audace qui est un acte en solo, il est voué souvent à l'échec, quoi. Enfin, c'est un acte héroïque, c'est la mort du colonel Beltrame à un moment donné, on a des héros comme ça, mais l'audace qui reste dans un champ de l'individualité a du mal à se transformer en bénéfice collectif. Donc je pense qu'une audace qui est collective, elle a plus de puissance. Donc c'est faire corder, donc j'allais dire pour moi, c'est une des étapes vraiment importantes
pour générer une capacité à être audacieux, donc une dimension collective. Et puis effectivement, quand on est dans l'adversité ce champ de crevasse, hein, vous voyez la cordée qui chemine avec les nuages dans le lointain, ben, effectivement, ce qui va être un des déterminants puissants à la capacité à continuer à avancer et à donc être audacieux, ça va être aussi cette confiance puissante qu'on a entre nous. Et l'audace, pour moi, elle est profondément liée à la confiance, à l'idée qu'on peut se faire de son potentiel individuel, à traverser les champs de crevasse et à réussir à traverser, et évidemment, à aller vers le sommet de la montagne. Donc voilà quelques idées autour de l'idée d'ascension, en tout cas comme premier repère pour parler de l'audace et à commencer un petit peu à l'introduire de mon point de vue. Alors je reviens vers quelques images du secours maintenant. Donc la deuxième expérience pour moi qui est professionnelle pour le coup, effectivement, c'est celle de l'expérience du secours en montagne. Donc je vous mets juste là pour vous mettre un peu dans l'univers mental 3 images de quelques secondes d'un hélico qui décolle pour juste vous mettre dans l'atmosphère. Pardon. Je clique ailleurs, là, voilà. Donc, c'était juste pour vous mettre dans cette atmosphère-là. Alors, là, je vais vous parler peut-être de manière plus... Alors, je sais pas, je pense que je vais arrêter le partage comme ça, peut-être vous me verrez mieux. Est-ce que ça change pour vous si j'arrête le partage? Est-ce que vous me voyez mieux ou ça change rien? Si, j'arrête peut-être de partager. On vous voit mieux, bien sûr. Ok. Alors, attends, tac. Est-ce que là, c'est mieux. Donc, j'ai arrêté de partager, c'est bon? Ouais, Blaise. Ok. Alors, et en plus, je vous vois en plus, c'est quand même plus sympathique. Hein. Donc j'allais dire le deuxième univers du secours en montagne. Je voudrais partager en fait deux, trois histoires en fait. Donc moi j'ai eu la chance de diriger le peloton de gendarmerie de haute montagne à Chamonix, donc le PGHM, hein, vous devez connaître. Si vous êtes en Pays de Savoie, vous êtes obligé de connaître le PGHM. Et donc j'allais dire de manière extérieure, vous devez vous dire les gendarmes qui sont dans ces unités-là, c'est forcément des gens audacieux, c'est forcément des gens courageux. C'est forcément des gens qui ont des compétences techniques, c'est forcément des gens qui ont appris à s'installer dans l'incertitude, dans la prise de risque. Oui, mais c'est aussi des êtres humains aussi tout simples. Et on est tous les uns et les autres avec nos fragilités. Et ces unités-là, effectivement, elles ont aussi des moments où c'est pas si simple que ça. Alors moi, je suis arrivé au PGHM en 98 et quasiment, les 2-3 premières expériences que j'ai eu à vivre, la première, c'était un secours qui s'est réalisé très médiatisé avec 2 jeunes Anglais qui sont restés pendant une semaine bloqués au sommet des droites, hein, qui est un sommet de plus de 4 mm dans le massif du Mont Blanc. Donc c'est une opération qui a duré un certain temps. Et effectivement, moi, je venais juste d'arriver. J'avais 27 ans. J'étais juste jeune patron du PGHM. Et en fait, ça a été une première pression médiatique qui était extrêmement forte. Et ça a été une première expérience qui, pour moi, était assez structurante de la suite. Pourquoi? Parce que lors de cette expérience particulière, je me suis rendu compte, contrairement à ce que je viens de dire sur la cordée, en fait, que le patron, le chef, il avait des moments de solitude qui étaient extrêmement limpides. La prise de responsabilité d'un manager, d'un dirigeant, fait qu'à un moment donné, il y a des temps de solitude, il y a des temps où on doit prendre sa responsabilité pleine et entière. Et ça, je n'avais pas vraiment mesuré, parce qu'on fait des écoles, j'avais fait Saint-Cyr, on est cocooné en école, vous êtes cocooné par vos professeurs, et puis vous rentrez sur le marché de l'emploi, et puis en fait, vous êtes manager, vous êtes chef de projet, vous êtes... effectivement, vous vous retrouvez dans une forme un peu de solitude assez rapidement. Et moi, je me suis retrouvé à prendre conscience de cette solitude sur ces premières opérations où, en fait, la responsabilité ultime du chef, en fait, on ne te l'a pas expliqué avant et il faut apprendre à la gérer. Et j'ai très vite compris qu'il y avait un immense espace à cette fameuse audace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait me le reprocher, mais dès lors qu'on était responsable de ce qu'on entreprenait,
en fait, on avait un champ relativement large à son action. Et je l'ai compris parce que, en fait, l'équipe que je dirigeais, donc les gendarmes du PGHM, me l'ont fait comprendre. Moi, j'étais pas en capacité de comprendre tout ça au départ, trop jeune, trop dans la difficulté de percevoir la part qu'ils attendaient de moi en termes d'engagement et d'audace. Mais c'est pas écrit, c'est pas dit, et vous aurez jamais personne qui va vous dire l'audace que vous devez mettre en œuvre pour engager un projet, une réussite, un succès. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est qu'est-ce que vous mettez, vous, individuellement, dans l'histoire. Et si vous mettez rien, il ne se passera rien. Si vous mettez pas un peu d'engagement et d'audace, en fait, et moi, je l'ai très vite compris parce que c'est une unité qui est assez radicale, en fait, par rapport à son chef. Si le chef, il n'est pas au rendez-vous, c'est en une fois que ça se joue. C'est-à-dire que si on estime qu'on n'est pas en capacité de saisir ces audaces ou de les freiner, en tout cas d'être bien positionné par rapport à ce sujet, l'organisation va très vite comprendre que vous n'êtes pas totalement à la hauteur. Donc ce premier secours de ces 2 Anglais, en fait, qui était sous une très forte pression médiatique, il y avait aussi une décision à prendre, qui était à un moment donné d'engager un secouriste tout seul, qu'on fait jamais en fait. C'est-à-dire qu'on a des protocoles internes, on a des règles opérationnelles, c'est toujours 2 secouristes à minima. Parce que si par hasard il faut descendre de la montagne, si le mauvais temps se déclenche, en fait, il faut être 2. On ne descend pas si facilement que ça d'une montagne. Et on m'a attendu cette décision-là, c'était quasiment ma première décision en arrivant au PGHM, qui était de dire est-ce que oui ou non, je valide l'idée qu'on puisse opérer une mission de secours hors du protocole habituel, hors du cadre normalement constitué. Alors moi, très naturellement, j'ai dit oui, parce qu'il y avait une vie potentiellement à sauver, je n'ai même pas réfléchi plus que ça. Et c'est juste en débriefant cette histoire a posteriori que je me suis rendu compte qu'à la fois c'était un problème pour l'organisation, parce que j'avais franchi une ligne rouge sur ma première prise de décision quasiment en arrivant. J'avais déjà franchi en disant, ben non, le protocole, on s'assoit dessus. Et donc, dès le départ, je me suis presque mis en porte-à-faux quelque part en disant, ben oui, j'aurais dû respecter le protocole en tant que patron. Et en fait, j'ai plutôt poussé à ne pas le respecter. Et en fait, ça a donné une espèce de tempo à ma manière d'exercer ma responsabilité au PGHM. Et il s'est trouvé que quelques jours après cet événement, c'est le hasard du calendrier, j'ai eu dès début février 99 une avalanche qui a balayé un village dans le haut de la vallée de Chamonix, l'avalanche de Montroc, où il y a eu 20 chalets qui ont été détruits, 12 personnes qui sont mortes dans cette opération. Mais j'avais créé ma petite légitimité sur cette première opération avec cette histoire des 2 Anglais aux droites. Et là, j'ai pu vraiment libérer beaucoup de choses en tant que chef. Alors après, je l'ai payé sur certains aspects, je l'ai payé un peu cher pour différentes raisons. Je ne vais pas venir là dans le détail, je ne vais pas raviver le souvenir de cette histoire a posteriori. Mais en tout cas, ça m'a totalement libéré. Et ça, c'est un des messages que je voudrais vous passer. Peut-être on est un peu déjà en amorce, non pas de conclusion, mais presque, de dire qu'il faut, dans le verbe latin qui qualifie le mot, enfin, qui est à l'origine du mot audace, c'est audacia. Ça vient du mot audax en latin, qui veut dire oser. Moi, j'ai juste envie de vous encourager à oser. Alors, vous allez me dire, ouais, vous êtes gentil, mais nous, on est dans un moment de l'histoire où il n'y a pas beaucoup d'espace pour oser. Et l'audace, c'est l'idée qu'on a droit à l'erreur, mais il faut surtout être prêt à assumer fondamentalement l'impact de sa responsabilité et de ses choix, y compris quand on est extrêmement jeune. Et si ça, vous l'intégrez bien, vous allez rentrer dans vos activités avec une immense liberté. Parce que quand on est capable d'assumer le prix de son audace, en fait, on se libère de tout un tas de trucs qui sont en fait des fardeaux, des croyances, des freins à la transformation, des freins à l'action. Donc, il faut se libérer de ça. Mais ça serait simple si c'était aussi simple que ça. Le problème, c'est que l'audace, elle se confronte à quelque chose qui, pour moi, est le principal obstacle. Et ça, c'est ce que je voudrais vous partager maintenant. L'obstacle principal à l'audace, qu'est-ce que c'est selon vous? La peur, peut-être? C'est la peur. Merci, Sabrina. Donc, effectivement, c'est la peur. Et je ne sais pas, Sabrina, si tu as déjà réfléchi à comment se fabrique la peur.
A priori, non. Pas vraiment. Essaye de se dire pourquoi j'ai peur, en fait. Bah, c'est peut-être le manque de connaissances, l'ignorance. Le fait de... Donc ça, c'est une dimension, tout à fait, le fait qu'on n'ait pas toutes les connaissances, toutes les compétences, tout le savoir-faire pour adresser un problème, ça peut nourrir la peur. Nos Mais est-ce que ça croyances. suffit? Mais est-ce que ça suffit pour fabriquer de la peur? Peut-être je donne ma langue au chat. Donne ta langue au chat. Est-ce que quelqu'un veut aider, Sabrina? Nos croyances. La peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres. En fait, on a beaucoup d'éléments qui fabriquent de la peur, mais qui sont... Alors d'abord, la peur, il faut comprendre que c'est que notre cerveau qui fabrique une perception. La peur, c'est pas... Alors après, ça génère des réactions physiologiques, hein. On peut avoir les mains moites, on peut suer, on peut être très mal à l'aise, mais c'est notre cerveau, hein, qui fabrique une représentation. Et cette fabrication, je vais vous remontrer une petite slide, si ça fonctionne. Je vais juste aller la chercher et je vous montrerai. En fait, si je fais simple, la peur, j'enlève le mot stress adapté, la peur, c'est simplement d'un côté, je perçois une situation, un champ de crevasse, une paroi très verticale, donc je vois que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Et je mets en face mes ressources individuelles et collectives. Si j'ai les ressources pour faire face à la situation, mon stress va être adapté. Si en revanche, la situation que je perçois, je la sens très complexe, très critique, et que mes ressources sont relativement faibles, je vais être en stress dépassé. Donc le principal adversaire de l'audace, c'est la peur. Et le principal adversaire de la peur, c'est notre cerveau, c'est nos croyances, c'est notre capacité à comprendre la réalité de qui on est en termes de force individuelle, de compétences, de qualité, etc. Et puis la situation auquel on est confronté. Et donc, je vais vous inviter à regarder cette petite vidéo qui est un peu caricaturale, mais qui va vous permettre de comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Here's the Enduro. Yeah, this is the Enduro. Donc, c'est Alex Honnold, hein, qui est un grimpeur américain qui grimpe sans équipement de sécurité, sans baudrier, sans casque, sans rien. Une paroi de plus de 1000 mètres, Yosemite en Californie. Et pour moi, c'est ce que l'homme sur Terre a fait de plus difficile au monde, cette réalisation. I can't believe you guys actually can watch. Oh, I don't want Good. Yeah, that's kind of exposed right there. Oh my God, it's so exposed. That or rat move as he stepped around has got to be, I mean, that's like one of the most exposed moves like anywhere on El Cap. You just step out, it all drops away. Alex is having the best day of his life. I don't know. Not me. I'm done. Yeah, no, this is it. We don't need to do this again.
Voilà, donc cet extrait de film pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc en fait, on peut quand même se dire, je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, qu'en termes d'audace, Alex Honnold, sans aucune sécurité, gravir une paroi de 1000 mètres, on est un peu au top du truc. La seule chose, c'est que la finalité de son action, c'est la réalisation de soi. L'audace, elle peut être mise en service d'une réalisation de soi, un exploit sportif, une performance. Elle peut être aussi mise au service d'un collectif. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de vous questionner sur cette chose-là. Alors, d'abord, on voit bien qu'Alex Honnold, il y a une préparation gigantesque pour arriver à ça. Ce sont des années de préparation, d'entraînement, de répétition. C'est le geste parfait, en fait. Hein, pendant plus de 3 heures, il fait le geste parfait pendant 3 heures. Donc, la barre, elle est placée super haut. Il a une maîtrise des émotions qui est juste ahurissante. Vous voyez bien tout le travail sur la maîtrise émotionnelle et pas se faire envahir, que son audace ne soit pas fragilisé par sa peur. Donc ça, lui, il est complètement dans la maîtrise de ses émotions. Et là, on voit totalement les mécanismes en fait qui font que on réussit, on ne réussit pas un projet complexe. Et là, on voit bien qu'on est à un degré de préparation qui est au sommet de. C'est comme les gens qui construisaient les cathédrales, qui mettaient effectivement des dizaines d'années pour parfaire le geste et faire l'objet parfait, quoi. Donc, il y a une quête de perfection dans l'idée d'audace qui se traduit par ce film. Mais il y a aussi, pour moi, la question de la finalité qui est en creux de cette vidéo. Moi, j'ai tendance à être un peu utilitaire, un peu basique comme garçon. C'est-à-dire que prendre des risques. Alors, je dis ça et j'amène des clients au Mont Blanc, je fais quand même de l'alpinisme et je fais des trucs qui servent à rien. Donc je suis pas totalement clair dans mon histoire, mais quelque part, je me dis quand une équipe de secours prend un risque important et très audacieuse pour aller sauver une vie, le résultat, c'est la vie sauvée. Donc on peut être audacieux quand on fait grandir un collectif, qu'on a une raison d'être qui est porteuse de sens. Est-ce qu'on est audacieux pour la réalisation de soi-même? On est dans des sociétés qui ont tendance un peu à se regarder le nombril et qui est dans le développement de soi, etc. Donc on a tendance aussi à y mettre aussi beaucoup d'énergie dans ce développement de soi. Moi, je mettrais quand même une petite barrière, mais c'est un jugement et je l'assume. J'aimerais que Blaise ne mette pas d'audace dans son propre petit développement personnel, qu'il mette de l'audace au service des autres, mais qui ne mette pas trop d'audace dans ce qui lui permet de se développer lui-même, qu'il soit dans une approche beaucoup plus pragmatique et raisonnée. Mais ça, je pose un jugement qui ne concerne que moi. En tout cas, c'est ma vision aussi d'une audace utile, quelque part, qui soit au service un peu du bien commun. Et je voudrais juste arriver sur une dernière idée, parce que je vois que le temps passe, et qui pour moi est un point hyper important. Donc, il y a 1 an et demi, un an et demi, on a reçu en séminaire d'intégration les jeunes d'HEC, comme vous, même âge. Donc, ils avaient réussi le concours, ils sont venus 3 jours à Chamonix, on a partagé des moments en montagne, on s'est encordé, on a traversé les glaciers, etc. Et en fait, en discutant le soir au refuge avec ces jeunes, on a entendu un truc qui nous a fait halluciner, nous, en tant que secouristes, guides, etc. C'est que dans cette promotion, il y avait un truc qui était un peu sous le tapis, qui est culturel à HEC, qui y a une partie des élèves qui s'appellent des nobodes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire des nobodes? Ceux qui n'ont aucune existence publique sur le campus? Exactement, les nobody. Donc en fait, parce qu'on ne sort pas de la classe préparatoire de Ginette, de machin, de trucs, parce qu'on n'a pas le père ambassadeur, parce qu'on n'a pas le père banquier d'affaires, en fait, on est un nobody. Et il y a eu un suicide à HEC. Donc il y avait dans la culture des élèves, on rentre dans une organisation, il y avait des nobody. Et le corps social, c'est-à-dire les élèves, ne se rebellaient pas contre ça, ne se révoltaient pas contre cette idée-là. Et pour moi, c'est même plus une audace, c'est un instinct vital, mais de laisser courir parfois des lâchetés qui s'installent dans notre société, des lâchetés au niveau relationnel, au niveau social, laisser s'installer des discriminations,
et ne pas réagir avec audace, ne pas oser exprimer un mécontentement, ne pas oser se révolter, pour moi, c'est une faute. Et quelque part, on parle de l'audace comme une forme un peu éthérée, intellectuelle du courage entrepreneurial, de réussir ceci, réussir cela. Mais il y a aussi un courage à se révolter des inégalités, de se révolter des choses qui sont sous notre nez et qu'on laisse courir par lâcheté aussi. Et il y a eu plein d'histoires comme ça. Est-ce que c'est une lâcheté ou une audace au début du confinement, alors qu'on est une république qui s'adosse à des principes assez essentiels de fraternité, d'aller remplir son caddie, le premier, essayer de faire des stocks de provisions au mépris des autres? Ou est-ce que c'est plus audacieux, plus courageux? Parce qu'il y a un lien avec le courage. L'audace et le courage sont des frères jumeaux. Et donc, moi, voilà. Donc, si j'avais envie de vous dire simplement quelque chose, c'est que ayez le courage de vous révolter, et ayez le courage aussi d'avoir une audace. Alors, je vais mettre le mot utile, mais une audace qui sert le bien commun. Que vous soyez secouriste, c'est très clair, on sauve des vies, c'est simple, mais j'allais dire c'est trop simple. C'est des métiers trop simples, parce qu'il n'y a pas la question sur la finalité, le sens. Mais Romain, chef d'entreprise qui maintient une activité économique, qui développe un projet, il a un sens qui est profond. Et la plupart d'entre vous ici présents, vous avez tous un chemin à emprunter pour nourrir ce sens-là. Ben l'audace, c'est la manière de le faire. Est-ce qu'on le fait en étant un peu tiède, un peu timoré? Est-ce qu'on le fait avec un peu le style et parfois en franchissant des lignes de colère, de révolte et en exprimant ce qu'il y a au fond de vous, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est trop prescripteur, si c'est trop soporifique ce que je vous ai dit, mais en tout cas, voilà, moi je voulais vous dire ça. Il y a un peu l'esprit de rebelle. C'est une belle forme d'audace. Et le monde, tel que je vous l'ai décrit au début en introduction, il nécessite ça. On n'a plus le choix, en fait. Hein. Je reboucle, hein, mais je suis un peu lourd et insistant, mais on n'a pas le choix. On n'a que le choix de l'audace, de l'innovation, d'essayer de régler les problèmes et de s'engager. Voilà, on n'a plus le choix. C'est trop tard. Voilà. Donc, il faut qu'on le fasse avec vous. Hein. Là aussi, le discours, moi, j'ai beaucoup de mal à dire que les générations d'avant auraient profité et puis vous, on vous laisse toutes les embrouilles à régler. Ça serait un peu simple. On a un besoin de travailler ensemble et puis de travailler collectivement pour régler les problèmes, ça c'est sûr. Ce n'est pas les jeunes qui vont résoudre par audace les problèmes que les vieux, nous autres, ont généré. Certainement pas. Voilà. Je ne sais pas si ça va en timing, si vous avez d'autres remarques, questions. Ou, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blaise, pour cet exposé et posé. Finalement, moi, je retiens l'approche que vous avez de la période que nous vivons appelle plus que jamais ce comportement audacieux, à la fois individuellement et collectivement. Et je pense que ce message résonne beaucoup chez nos étudiants. Et donc, je propose peut-être qu'ils osent, qu'ils aient l'audace de vous poser des questions. Étudiants, c'est à vous. Les mains se lèvent. Oui, on peut laisser la parole à Joachim Prévière. Alors j'aimerais bien, puisque j'ai bien aimé, merci beaucoup pour votre intervention, et j'aime bien votre vision de l'audace dans le fait qu'on est audacieux que quand il y a du risque derrière. Donc est-ce que vous pourriez rebondir sur la citation de Jean-Paul Sartre, « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation ». C'est presque un piège. Hein. Je suis au fond du trou, là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire sur la liberté? C'est qu'en fait, je pense, en tout cas pour moi, de ce que j'en comprends, c'est que quand on est mis en difficulté sur nos essentiels, quand on est en train de menacer notre liberté fondamentale, notre démocratie, en fait, on est obligé d'être libre. On doit sortir de notre zone de confort pour se battre sur ce qui est vraiment important. Et donc effectivement, je pense que ça nous libère en fait de tout un tas de trucs. Je veux dire, un Jean Moulin, à un moment donné, il était préfet, il était dans une administration qui était plutôt collaborationniste. Il aurait dû être loyal hiérarchiquement à Pétain, etc., qui était soi-disant l'autorité publique qui assurait la continuité de l'État à ce moment-là. Et non, il est parti ailleurs. Il s'est rebellé, il a été libre parce qu'il a quitté. Et je pense qu'effectivement,
quand on est mis au reculoir sur nos fondamentaux qui font notre société, qui font notre corps social, ben effectivement, on doit être libre si on veut se battre, en fait. Hein. Et si vous parlez des républicains espagnols, si vous parlez de tout un tas de moments de l'histoire, en fait, c'est quand on n'a plus le choix qu'on est réellement libre. Parce qu'on doit aller se battre pour ce qui est le plus important. Et je pense que là, en l'occurrence, c'était l'idée de la liberté. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'on est, on n'est pas dans le temps d'occupation, il ne faut pas faire des parallèles hâtifs, mais on est stimulé sur nos essentiels de notre corps social. Qu'est-ce qui fait qu'on est solidaires les uns des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on partage des choses, etc. Et donc, peut-être qu'on est dans un moment où il faut être particulièrement libre et audacieux, parce que quand tout roule, que tout fonctionne, effectivement, ben on est moins concerné par le sujet. Donc c'est peut-être ça que ça m'inspire comme citation. Je ne sais pas si je suis à côté, si je suis hors sujet, mais il y a plein de profs qui vont me ramener dans le droit chemin. Je vais vous poser une question, Jean-Pierre Fidier, membre du Club des entreprises. En fait, personnellement, je pense qu'on est audacieux et que la première audace, c'est de commencer à marcher. Et moi, la question que je voudrais vous poser, si vous pouvez me répondre, c'est qu'est-ce qui fait qu'en vieillissant, on perd cette audace? Alors, moi, je vais parler de moi. Je vais aussi réagir sur l'enfant qui marche, en fait. Hein, parce que l'enfant qui marche, il marche parce qu'il accepte le déséquilibre. Et en fait, on ne peut pas marcher si on n'accepte pas le déséquilibre. Donc voilà, le début de l'humanité, la mise en mouvement de l'humanité se fait par un déséquilibre. C'est la base, en fait. Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas le déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au fil des années, on accepte moins le déséquilibre? Et là, je vais parler de moi. Je vais parler de moi et de la montagne. Alors, je continue à pratiquer, je continue à amener des clients gravir des montagnes. Mais effectivement, plus ma besace se charge d'histoires douloureuses, de pertes de compagnons, de petits incidents, plus je vais mettre mon audace en mode prudence. Parce que j'ai la charge mentale finalement de ma mémoire qui est normalement, enfin si je suis quelqu'un qui cumule en fait cette expérience collective et qui la sédimente, normalement j'ai appris des trucs, je ne vais pas faire exactement pareil que ce que je faisais à 20 ans où j'ai failli me tuer, mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Et donc ce sac à dos qui se remplit en fait d'expériences douloureuses, de warnings, etc., fait qu'à un moment donné, ben, on est un peu freiné dans notre audace. Et voilà, mais c'est un mécanisme qui est totalement lié à la charge de ce sac à dos émotionnel, cognitif, et qui fait qu'au fil du temps, voilà, heureusement que la jeunesse est véloce et pleine d'entrain et qu'elle n'a pas ce sac à dos plombé. Alors, ce qui fait aussi, malgré tout, pour parler de risque, quand on n'a pas la besace en montagne avec toutes les clés suffisantes pour pouvoir comprendre les risques, on se met vraiment en danger aussi. Donc, on a quand même, dans une période là, entre 20 et 30 ans, pour les jeunes alpinistes en particulier, une période où, tant que l'expérience n'est pas suffisante pour pouvoir modérer sa prise de risque, on se met en danger. Donc, il y a quand même un dosage entre l'expérience acquise et la prise de risque. Voilà. Mais bon, le mécanisme, il est à mon avis assez simple. Hein. Merci. On va laisser la parole à Dominique Songeon. Ah, voilà. Excusez-moi, je n'arrivais pas à mettre la parole. Bonjour, donc moi je suis retraitée. Je suis invitée bénévole à l'USMB, voilà, pour les jeunes. Merci, monsieur, pour votre intervention, c'est très intéressante. Alors, j'ai une interrogation forte sur notre système. Bon, la personne qui a parlé avant moi, monsieur Jean-Pierre, je ne sais plus son nom, pose des questions sur qu'est-ce qui fait, en gros, qu'on a ou on n'a pas l'audace. Je pense qu'il y a toute la question de l'éducation familiale et toute la question aussi de notre système scolaire qui réfrène cette audace, parce que quelque part,
dès son plus jeune âge, globalement dès son entrée à l'école élémentaire, au cours préparatoire, l'enfant est jugé immédiatement. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui est un élément extrêmement freinant pour développer l'audace, le fait qu'on passe son temps à juger les enfants, les jeunes. Si on compare par exemple le système américain sur l'entreprise, où au contraire, il est très bien vu, entre guillemets, de développer, de créer son entreprise, on laisse les gens libres de créer. À l'inverse, en France, on rencontre très vite des freins, qu'ils soient administratifs ou autres. Donc, il y a toute une partie aussi qui est liée au fonctionnement de la société, qui peut être un frein extrêmement important pour oser, pour créer, pour se lancer. Et quand on parle du bébé qui va commencer à marcher, il y a certes, comme vous l'avez dit, son acceptation de la perte de l'équilibre, mais il y a aussi tous les encouragements qui sont donnés par les parents, qui encouragent l'enfant à aller plus loin, à oser, à avoir cette audace-là. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à la société. Vous avez cité cet exemple effroyable du nobody, là, où là, c'est vraiment une question sociétale complète. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport aussi à l'impact énorme de la société sur le fait qu'on ait ou pas de l'audace, et également sur l'éducation qui est donnée par les parents qui vont dans la confiance. Il y a aussi une forme de confiance à renvoyer à l'image, enfin une image qu'on va renvoyer à l'enfant sur la confiance qu'il peut avoir en lui-même. Et si cette image n'est pas donnée dès le plus jeune âge, elle peut poser des problèmes à terme. Oui. Non, tout ce que vous dites, hein, je souscris à 100%. L'impact du modèle éducatif, il est déterminant. L'audace, ça s'apprend en fait. Hein, c'est pas du tout quelque chose qui est inné. On n'est pas. Alors, il y a des enfants qui naissent un peu plus audacieux que d'autres, peut-être, qui grimpent un peu plus haut dans l'arbre. Mais en fait, c'est effectivement une culture. C'est une culture du risque en particulier. Et en fait, on a un modèle éducatif. Si je prends l'exemple de l'école de Chamonix, dans les années 50, l'instituteur Armand Comte, qui était aussi guide de haute montagne, amenait sa classe entière de primaire, hein, pas de collège, descendre la Vallée Blanche, seul avec un parent. Ils avaient les 25 gamins de je sais pas, 12 ans en CM2 avant de rentrer au collège. Ils allaient faire la Vallée Blanche. Imaginez-vous aujourd'hui un instituteur, enfin un professeur des écoles avec un groupe dans la Vallée Blanche, c'est impensable. Donc en fait, notre société des années 50 à aujourd'hui, pas qu'en France, mais en tout cas, entre le principe de précaution, la normalisation, la réglementation, etc., on a tout fait pour empêcher, en fait, dans l'apprentissage, que les gens puissent expérimenter, se tromper, faire des erreurs, etc. Donc, on est sur un modèle éducatif très castrateur de l'audace. On est sur un modèle éducatif qui est très dans la transmission de connaissances et non pas de savoir-être. Et effectivement, il faudrait tout redétricoter, rebâtir un modèle d'éducation où on a un rapport à la nature aussi. Hein. Je veux dire, on prive la jeunesse du rapport à la nature. Il y avait eu, avec Baden-Powell, le scoutisme, on avait fait en sorte que l'éducation se fasse à la fois à l'école, mais que se fasse aussi sur le terrain de la nature, où on vivait en camp, sous une tente, etc., etc. Et on voit bien que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a une appétence pour ça, quand on voit l'amour de l'outdoor, les gens sont très heureux d'aller de nouveau camper. Qu'on voit l'été dernier, suite à la première période de confinement, la dynamique autour des activités de bivouac, de les marchés, etc., les gens qui partent, des jeunes comme vous, qui partent en petits groupes, etc. Donc on sent bien qu'il y a cette appétence profonde pour expérimenter, tester, etc. Mais c'est que le système éducatif, pour le coup, il le permet pas, il le permet plus. Et donc ça donne pas cette envie ni de transgresser, ni de tester, ni de prendre des risques, etc., etc. Voilà. Et l'encouragement, ce que vous citiez sur le fait qu'il faut encourager l'enfant à perdre l'équilibre, il faut aussi encourager l'enfant à grimper, à faire de l'escalade, à monter en hauteur, prendre le risque de tomber. Parce que si on n'apprend pas à grimper à un arbre au risque de tomber, et s'il faut tout de suite mettre une sécurité ou quelque chose, en fait, on empêche le développement humain. Et pour moi, le cœur de l'éducation, c'est donner l'envie de prendre ce risque, de prendre son risque, et au risque de tomber. Sinon, c'est plus un risque. Hein. Si on met un matelas sous le pommier, on met des cordes, etc., pour empêcher l'enfant de tomber, en fait, l'expérience n'a plus de saveur, il n'a plus de sens. Parce que si on fait semblant de grimper, mais qu'on est sur un matelas et qu'on se fait jamais mal, on ne grimpe pas, en fait. On fait c'est ludique, mais c'est pas une mise en danger de soi. Et il faut expérimenter la mise en danger de soi pour comprendre la signification de l'audace. Voilà.
Et alors, quand vous rajoutez à tout ce qu'on vient de se dire là sur le modèle éducatif, le fait que vous soyez en Zoom toute la journée, vous n'avez même pas la confrontation humaine pour mettre en danger vos idées, mettre en danger vos attitudes. Ça veut dire qu'on va encore descendre d'un cran. C'est-à-dire qu'on va passer d'une école qui laissait de l'espace à l'expérimentation, à une école qui l'a empêché, à une école qui n'a même plus l'interaction sociale pour juste s'opposer, dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, on ne peut même plus dire je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'on ne voit même pas l'élève qui est derrière Zoom, et puis le prof, on ne le voit même plus d'ailleurs parce qu'il est dilué dans l'interespace digital. Donc oui, il y a un grand sujet de société autour de ça. Donc c'était un excellent thème, Romain, de mettre ce sujet sur la table, parce que c'est un sujet qui est critique en fait, hein, qui est pas adressé et en plus là, on va avoir le post-Covid. C'est comme ça a tellement merdé. Enfin, pardon, hein, je parle un peu crûment. On va après faire l'analyse de la situation. On va se dire, on a vraiment fait beaucoup d'erreurs. Donc on va avoir encore plus peur de prendre des décisions parce que on va comprendre qu'on a été assez mauvais à plein d'endroits, au plus haut niveau de l'État. Et donc, ça va empêcher encore plus de bouger, parce qu'on va se dire, mais voilà, vous voyez, on est en train d'avoir une société qui est en train de s'enliser dans l'absence de dynamique de risque. Bon, c'est pas hyper optimiste, hein, je n'étais peut-être pas là pour vous... Voilà, mais en tout cas, il faut avoir une vision lucide de ça. Il y a un espace à prendre. Jean-Pierre Crouzac a levé la main. Oui, une réflexion, une interrogation sur l'exercice de la responsabilité vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de soi et de l'audace. Donc, quand on est responsable d'un collectif, on essaye d'évaluer les risques. Et j'avais été interpellé par une conférence d'Arnold Schwarzenegger il y a quelque temps, qui c'était un peu sur l'audace et qui disait « N'ayez jamais de plan B, sinon vous ne réussirez pas ». Et dans ma culture, donc, ça rebondit sur ce qui a été dit précédemment. Je suis français, j'ai une culture dans ce milieu. Je me suis toujours trouvé bien de réfléchir au plan B ou au plan C si le A ne marchait pas. Et lui disait, si vous avez un plan B ou un plan C, vous considérez que vous pouvez louper le plan A. Donc, ça limitait l'audace. Donc, dans l'exercice de vos responsabilités, est-ce que vous avez toujours évacué les plans B ou les plans C ou vous en aviez quand même? En fait, je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps de la préparation de l'action, on a les plans A, B, C, on a les options qui sont ouvertes. Et puis après, il y a le temps de la conduite de l'action, où on est dans l'option A, et en fait, on n'a plus trop le choix. Et il faut continuer à avancer, parce que l'option A, on l'a retenue, on a traversé la rivière, et c'est ce qu'on appelle un peu burning boat, c'est le fait de brûler les vaisseaux, en fait, de s'empêcher la retraite, pour être dans une posture de burning ships, merci, burning ships. Donc en fait, c'est l'idée qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, il faut avancer. Et là, dans l'expérience de la montagne, de l'alpiniste, il y a des moments où on ne peut plus faire demi-tour, en fait. Parce qu'on est engagé, on a cranté un certain nombre d'actions qui fait que le demi-tour est plus possible. Donc oui, sur la scénarisation préparatoire, le A, le B, le C, la bonne analyse des risques, la prise de décision, ça c'est la phase amont. Et quand on a pris l'option, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et j'allais dire, je suis un peu aussi d'accord avec Arnold, pour le coup, sur le fait qu'à un moment de l'action, le demi-tour va être encore plus cruel et coûteux que cette espèce d'opiniâtreté à aller au bout du truc. Mais c'est un art difficile, hein, parce qu'on peut se planter. Hein. On peut être opiniâtre et en fait être dans la mauvaise option et faire tout s'effondrer derrière. Mais dans la conduite de l'action, j'identifie vraiment ces deux temps. Le temps où on a encore les options ouvertes, et quand on n'a plus l'option ouverte, on est condamné à sortir, et là, il faut accélérer. Et dans la conduite du métier de guide, il y a des moments où vous savez, il y a le mauvais temps qui est arrivé, vous êtes avec votre cordée, vous ne devriez peut-être pas être là, donc les ABC, vous n'avez peut-être pas bien analysé au départ, mais tant pis, vous êtes là. Là, il faut avancer, quoi. Il faut traverser le glacier, sortir, aller vers le refuge, et le demi-tour, il serait extrêmement coûteux, voire mortel. Donc voilà, petite combinaison des deux réflexions. Merci. Donc le temps est en train de passer, donc on va faire une dernière question avant de passer à la suite. Donc Calvi. Oui, bonjour. Donc merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Moi, je me posais la question, je sais que vous avez aussi une activité où vous travaillez avec des entreprises pour
finalement déclencher des choses. Et je me posais justement cette question de ce qui peut être peut-être des injonctions paradoxales dans les grandes organisations, parce que on l'a dit, les grandes organisations ont tendance à vouloir contrôler, donc on a vu qu'il y avait un certain antagonisme entre le contrôle et l'audace. Donc ce sont peut-être des univers, alors je vais tenter le audacicide, alors ça n'existe pas, mais on aura compris ce que ça veut dire. Et c'est vrai que les jeunes qui vont arriver dans ces entreprises-là, on a vu aussi qu'ils ont une appétence pour l'audace qui est plus importante que les personnes qui sont au poste, hein. Donc tout ça, c'est je pense assez difficile pour nos jeunes étudiants de se positionner. C'est-à-dire d'un côté, on a des entreprises, notamment les grandes, qui se disent il faut se transformer. Donc on sent bien qu'il y a cet intérêt pour remettre en cause les modèles anciens. Et de notre côté, ce sont quand même des grandes entreprises dans lesquelles les indicateurs sont importants, l'évaluation est importante, etc. Donc voilà, je voudrais un petit peu voir, et d'ailleurs peut-être chez vos clients, c'est-à-dire dans les entreprises qui font appel à vous, c'est-à-dire qui vont déclencher peut-être, je ne dirais pas l'audace, mais en tout cas le leadership dans leur équipe. Est-ce qu'elles ont pensé le retour de ces personnes-là dans leur organisation? Est-ce que là, vous avez une information là-dessus? Est-ce qu'on prépare le creuset de l'audace dans son organisation? Ouais, effectivement, c'est un sujet absolument central dans l'accompagnement qu'on peut faire des entreprises qui sont avec nous. On a de tout type, hein. On a des grands groupes, parfois, on a des petites boîtes, des startups. Et là, on vient de finir à 12h30 l'accompagnement d'une startup en fait dans le digital, et où le ferment et l'humain, il est naturellement assez audacieux et jeune, mais lui-même se heurte à l'idée que l'audace, elle doit s'appuyer aussi sur des processus, sur une capacité à avoir une vision structurée, etc. Donc, dans les petites organisations, l'audace, elle est aussi freinée parce qu'il faut la libérer, cette audace, en fait. Elle peut s'enliser. Et il y avait une expression tout à l'heure qui était utilisée sur s'engluer dans la marmelade. C'est que tout le monde est un peu chef de projet, tout le monde est ceci et cela, et en fait, on n'arrive pas vraiment à produire l'action souhaitée ou l'audace souhaitée ou l'innovation souhaitée, y compris dans les petites structures qui sont avec des gens avec une moyenne d'âge extrêmement basse. Et de la même manière, on a des organisations beaucoup plus grandes, des COMEX de grands groupes, etc., qui sont dans des jeux de pouvoir. Donc là, on est un peu dans la caricature, mais qui sont dans des jeux de pouvoir, qui ont une pyramide des âges qui fait que, évidemment, plus on monte vers le COMEX, le CODIR, plus les gens ont des enjeux personnels, etc., etc. Et moins l'audace est possible, parce qu'on est dans un calcul de... Voilà. Mais je ne crois pas que ça soit... c'est beaucoup lié au style de leadership qui est impulsé par le dirigeant. Je pense qu'il y a des COMEX, de grandes organisations qui ont une dynamique propre, qui sont vraiment liées, et qui sont dynamiques et audacieuses, parce qu'ils sont portés par une forme d'inspiration. Mais c'est humain, là aussi, hein. C'est quelqu'un qui doit l'impulser, le donner, libérer, etc. Donc je pense qu'il y a des organisations qui sont extrêmement de taille gigantesque et qui ont encore cet esprit-là. Donc je ne crois pas que ce soit une question de taille. Je crois que c'est surtout en lien avec la forme de leadership qui est portée par le dirigeant et ce qu'il attend de ses collaborateurs. Est-ce qu'il accepte aussi que les gens soient libres dans son organisation ou pas? Parce que même une microstructure peut être totalement cadenassée par une forme de leadership extrêmement castrateur. Donc, en revanche, l'audace est la résultante de cette forme de leadership. Ça, j'en suis absolument convaincu. Il y a une manière de générer, de libérer de l'audace dans la simple manière d'interagir dans son équipe de direction, d'écouter. Je n'ai pas dit que si un point important, c'était comment on a la boucle retour, en fait. L'audace, si c'est une idée fumeuse, philosophique, etc., mais qu'elle n'est pas ancrée dans le réel, elle fait prendre des énormes risques à l'organisation. Donc, un des éléments clés, et là je parle en tant que guide, hein, si je suis audacieux, mais juste comme ça, là on va faire l'Everest demain, et enfin tout ça, ça va faire pchit derrière. Donc en fait, l'audace, ce qui fait qu'elle réussit, c'est cette espèce de boucle retour dans le réel. Elle a les pieds sur terre, elle a les pieds dans la neige, les chaussures dans les crampons. C'est une audace qui est extrêmement vivante, concrète, incarnée, et pas ésotérique, avec des grandes des espèces de clameurs ou de postulats où on est en guerre, où on est ceci, on est cela, on clame des trucs, mais en fait, voilà, ça c'est pas de l'audace en fait, hein, c'est du verbiage. Merci.
Merci beaucoup pour vos questions. Merci à Monsieur Agristi pour vos réponses. Et on va maintenant laisser la parole à Monsieur Boris Borgel qui va faire une synthèse et une ouverture. Bien, merci, merci beaucoup. Merci à Blaise, évidemment. Merci à Romain. Merci aux étudiants qui organisent cette conférence. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Oui. Oui. Alors, j'ai 5 minutes, c'est très court, pour faire cette synthèse. Je dois vous avouer que je suis extrêmement intimidé à l'idée de synthétiser ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. Parler d'audace après Blaise, c'est difficile, compte tenu de toutes les expériences d'adversité qu'il a connues. C'est un thème que je vais redévelopper, comparé à ce que j'ai pu connaître moi, mais je vais tâcher d'être dans ce travail de synthèse de ce qu'il a été. Alors, je voulais quand même souligner, avant de faire le travail de synthèse, 2 choses que j'ai énormément appréciées dans ce qui a été dit. La première chose, c'est le parallèle avec le monde de la montagne. Ça me parle énormément parce que je m'occupe de faire des recherches sur le tourisme de montagne et je crois que là aussi, on peut faire des parallèles avec ce monde-là. Je ne sais pas si Blaise appréciera, mais je vais tâcher de continuer à faire un clin d'œil au monde de la montagne. Également, j'ai énormément apprécié le fait que cette intervention n'est pas tombée dans une forme d'angélisme de l'audace, en disant que l'audace était formidable, devait être mise à toutes les sauces, mais que c'était effectivement quelque chose qui venait parfois de sentiments positifs, possiblement négatifs, avec des difficultés à surmonter, et j'ai trouvé ça extrêmement riche. Alors, comment résumer tout ce qui a été dit? Tellement de choses qui ont été racontées. J'ai choisi 4 mots qui me semblent importants, que vous avez liés, Blaise, avec l'audace. Ces mots, c'est l'adversité. Le deuxième, c'est la finalité. Le troisième, c'est la peur. Et le quatrième, c'est le collectif. Je vais tâcher de partir des choses les moins positives, entre guillemets, pour finir sur une note plus porteuse d'espoir avec le collectif. L'adversité, alors pourquoi j'ai choisi adversité et audace? Parce qu'il me semble que dans ce qui a été dit, l'adversité est le terreau de l'audace, finalement. L'audace, j'ai l'impression, se développe mieux dans l'adversité. Je l'ai remarqué également en faisant quelques recherches sur Internet, où le mot audace revient très souvent en période de crise. Et ça interroge parce que même si vous avez soulevé le paradoxe de la situation actuelle, qui est de dire on est dans une période de crise où il y a des injonctions à être immobile, à ne pas être dans l'audace, on sent quand même que c'est dans ces moments-là que l'audace peut apporter un certain nombre de choses. Et on en parle beaucoup de l'audace dans la période d'adversité. Alors je me suis posé une question, est-ce que l'audace c'est une conséquence de l'adversité ou est-ce que c'est simplement une réponse? Dans le sens où la réponse pourrait être quelque chose de volontaire. On décide d'être audacieux volontairement pour dire je vais sortir de cette période d'adversité par le haut. Ou alors simplement une conséquence qui est de dire c'est quelque chose de mécanique qui vient avec l'adversité. Et là je voudrais parler rapidement des stations de montagne que je connais bien. J'observe que dans le milieu des stations de montagne, aujourd'hui, il y a une vraie remise en question. Et je crois que les stations de montagne ont fait un certain nombre d'efforts par rapport aux enjeux climatiques qui sont les leurs, et environnementaux et sociaux. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, avec cette crise Covid, il y avait une audace qui était plus forte, y compris pour aller vers ces nouveaux challenges qui étaient déjà des challenges qui existaient avant, en réalité, problèmes environnementaux. Et je me demande finalement si le fait d'avoir accepté cette perte qu'il y a eu cette année, qui est historique pour le tourisme de montagne, n'est pas finalement libérateur et ne fait pas une audace de fait, en fait. Le fait d'avoir accepté qu'au lieu de perdre 1% chaque année, cette année, on perd tout, ben finalement, ça nous libère et maintenant, on va faire des changements qui auraient pu être faits avant, qui auraient pu être amorcés avant, et qu'on va faire maintenant. Ça, c'était la première chose sur l'adversité. Ça m'amène évidemment à la question derrière de la finalité. J'ai vraiment compris dans le discours que l'audace doit être orientée vers quelque chose, un but. L'audace pour l'audace, au fond, ça peut être un peu stérile, voire dangereux. Et donc, ça nécessite d'agir. Premier point, d'agir en direction de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que, et je l'ai noté uniquement en filigrane, c'est que quand on agit pour un objectif, finalement, il y a aussi l'objectif qui va plus loin, un objectif plus sociétal. C'est-à-dire que quand on a l'audace, on ne va pas seulement atteindre un objectif, par exemple, pour son organisation, si je suis une entreprise, ou simplement l'objectif pour une station de montagne, par exemple, qui serait menacée aujourd'hui de survivre, mais également d'atteindre quelque chose peut-être de plus grand, de plus sociétal qui nous dépasserait. Ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça fait aussi appel à tout un ensemble de mouvements qui dit qu'aujourd'hui, une entreprise, par exemple, ne doit pas se satisfaire d'avoir une responsabilité purement économique, mais qu'elle doit aussi apporter des choses à la société. Et peut-être que l'audace, c'est un très bon moteur pour penser ce changement-là. Et c'est un peu la réflexion que ça m'a amené. Ensuite, je vais parler de la peur, parce que la peur, c'est l'audace vécue un peu au niveau individuel. En fait, c'est de la peur à la révolte. Le sentiment de peur, finalement, il est logique par rapport à l'adversité. J'ai bien compris que c'était la différence, la perception entre une différence entre une adversité et ce que je suis capable de faire face à cette adversité.
j'ai trouvé intéressant de dire finalement, les leviers, c'est savoir d'abord s'acclimater, accepter qu'on est face à une situation de risque. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la notion de, en faisant face dans la peur, en avançant, on développe des compétences pour être mieux équipés face à la peur. Et on voit bien que les gens mieux équipés en termes de compétences vivent la peur de manière différente. Et là, je voulais faire appel à un tweet d'un Canadien qui s'appelle Chris Hadfield. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un Canadien en fait qui a été le premier Canadien à faire une sortie extravéhiculaire dans l'espace et qui a commandé la station de l'ISS et qui l'année dernière, il y a quasiment un an, avait tweeté que le meilleur antidote pour la peur, c'était la compétence, à savoir quoi faire. Je trouve qu'effectivement l'idée de l'accorder, de prendre le chemin de l'accorder, c'est aussi développer des compétences qui nous permettent d'avoir moins peur et aussi de pouvoir élever son niveau d'adversité qu'on peut affronter finalement. Et ce sentiment de peur, à un moment donné, il nourrit aussi un sentiment de révolte qui est une vraie force. Alors là, je voudrais parler du collectif. Là, j'ai noté un vrai paradoxe, finalement, dans ce qui a été dit, qui pour moi n'est pas tout à fait tranché, à vrai dire. C'est que d'un côté, on sent bien que l'audace, c'est quelque chose qui naît de ses sentiments personnels de peur, d'envie de se dépasser, de capacité à développer ses compétences, à accepter la situation, mais qui rejaillit complètement sur le collectif. Et ça m'interroge comment ces deux mécanismes fonctionnent, de l'individuel au collectif, du collectif à l'individuel. Vous avez parlé de leadership du dirigeant. On parle aussi de leadership distribué. J'ai vu que sur votre site, vous parliez de leadership distribué dans vos conférences. Est-ce que du leadership au leadership distribué, on ne pourrait pas dire de l'audace à l'audace distribuée? Moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être, c'est une question qui ne sera pas répondue aujourd'hui, mais comment on diffuse l'audace à un collectif? Et sans pour autant apporter de réponse, je voudrais faire un petit clin d'œil à une autre de mes passions qui est le rugby. Et peut-être ceux qui ont eu la chance de voir le match France-Pays de Galles la semaine dernière ont vu finalement comment l'équipe de France, alors qu'elle était menée de quasiment plus de 15 points, avec un carton rouge, a réussi en espace de 10 minutes ou même un peu moins de 10 minutes à inscrire 2 essais et à coiffer les Gallois sur le poteau pour leur arracher une victoire d'un point, qui pour moi est une vraie incarnation du sentiment de révolte. Et j'ai beaucoup joué au rugby. Le mot révolte, c'est un mot qu'on utilise beaucoup quand on est face à l'adversité, comme quelque chose de mobilisateur. Et je me dis que finalement, ce qui permet de passer au rugby, en tout cas, de ce sentiment personnel de peur, d'adversité, à un sentiment de révolte collectif qui nous fait avancer, c'est peut-être cette audace qu'on développe, qu'on nourrit, et après qui se traduit en révolte et qui nous pousse à l'action avec un but bien déterminé. Voilà les 4 mots que j'ai choisis: adversité, finalité, peur, collectif. Je vous remercie infiniment pour ces réflexions. Moi, j'en pars avec beaucoup d'anecdotes, de l'inspiration aussi, un certain nombre de questions qui n'ont pas été tranchées pour moi, mais je crois que c'est normal, et puis ayons l'audace d'y répondre par la suite à travers nos expériences. Voilà pour moi. Merci Boris pour cette synthèse ouverture. Romain, un petit mot. Romain Lacroix ou Romain Jousse? Je n'ai rien à rajouter. Je trouve cette synthèse de Boris tout à fait intéressante. Et l'exercice qui avait été livré par Sabrina le 28 janvier est un exercice difficile, que Sabrina avait parfaitement réalisé, que Boris réalise parfaitement. C'est l'occasion de remercier Blaise, évidemment. Vous l'avez fait. Moi, il y a toujours un peu un avant et un après quand j'écoute Blaise. C'est pas la première fois, vous l'avez compris, mais c'est toujours de la matière à réfléchir. Et donc, c'est une manière de se mettre en amélioration continue. Et je trouve que Blaise, face à principalement des étudiants, mais également à des professionnels, ça a vraiment de la gueule. Donc, Blaise, très officiel, merci d'avoir entamé ce cycle de conférences courtes. Tu es applaudi digitalement. Et c'est ce que je vois en tout cas. Et merci de t'être livré à l'exercice avant donc de retrouver Sophie, Romain et Virginie, plutôt en fin d'année, je crois, et on vous communiquera les dates très rapidement. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir une fois de plus à vous revoir toutes et tous, et je vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage face à l'adversité des conditions sanitaires que l'on connaît. Merci beaucoup, pareillement. Bon courage, beaucoup d'audace. Merci. À très vite, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci infiniment. Claire, tu veux dire un mot de conclusion?
de conclusion sur la conclusion. Non, merci infiniment à tous donc, pour ce moment partagé. Merci à Blaise d'avoir effectivement partagé ses réflexions, Romain de nous avoir mis en relation avec Blaise, et puis on attend avec impatience effectivement la suite de cette collection de rendez-vous autour de la thématique de l'audace. Et puis merci également à Boris de s'être effectivement prêté à ce jeu de la conclusion et de la mise en perspective, notamment par rapport aux différentes sciences de gestion. Voilà, il y a beaucoup de remerciements, le club et les étudiants, donc c'était un très beau moment.